Donc, c'est de voir comment les multinationales ne sont pas seulement des entreprises. D'abord et avant tout, une multinationale est un pouvoir. C'est un pouvoir, c'est une autorité souveraine à la manière des États, quoique d'une nature spécifique. Les États aujourd'hui se trouvent soumis à l'autorité de mécanismes de règlement de différends qui sont des espèces de tribunaux qui n'ont rien à voir avec notre tradition judiciaire, qui sont parallèles et qui évoluent d'une manière complètement opaque, permettant à peu près une poignée de juristes, 16 juristes récurrents, d'être tour à tour arbitres, avocats d'une partie ou même experts. C'est toujours les mêmes, il n'y a pas d'appel, on ne comprend pas comment ça marche, et pourtant ces instances-là ont force de loi. C'est une erreur de dire que Coca-Cola est une entreprise, ou que Total est une entreprise, ou qu'Apple est une entreprise. Toutes les multinationales sont des myriades de structures coordonnées par un conseil d'administration. Toutes les législations, tous les États qui sont concernés par la firme n'ont de pouvoir que sur un fragment de cette firme. Ils ont une force de frappe à une échelle qui est mondiale sans que les États, eux, soient capables d'agir à cette échelle-là. Et ce n'est pas par l'OCDE ou la Banque mondiale que cela se fera, puisque ces organisations-là, le plus souvent, sont au service de l'idéologie qui sert le déploiement de ces groupes à cette échelle. Les États se sont persuadés, à partir des années 1980, qu'ils avaient à désinvestir, à se retirer de toute considération mondiale sur le commerce. Les accords de libre-échange, les politiques de l'Organisation mondiale du commerce, les politiques de la Banque mondiale, les politiques du Fonds monétaire international visaient essentiellement à laisser le marché mondial dégager, à laisser les multinationales se déployer sur cette échelle-là de façon à peser sur chaque État un à un de tout leur poids sans qu'on puisse légiférer à cette échelle-là. Donc cela les amène, et c'est, je dirais, le deuxième point, à se développer sur un mode oligopolistique. On n'est pas dans une économie de marché comme lorsqu'on met en concurrence des pizzerias et puis des cafés et puis des kebabs sur le chemin de la Côte-des-Neiges en disant, bon, bien, la clientèle décidera lequel de ces commerces-là sera plus rentable que l'autre en vertu du mérite ou je ne sais trop de quelle vertu ou quel critère l'idéologie libérale choisit. On n'en est pas là. D'une multinationale, très souvent, agit en cartel avec d'autres multinationales de son secteur pour s'imposer dans des secteurs particuliers. Dans le domaine de la pharmaceutique, par exemple, toutes les grandes sociétés pharmaceutiques ont des actions au sein de leurs concurrentes. C'est ce qu'on appelle des participations croisées. Vous trouverez toujours dans des consortiums d'exploration ou d'exploitation des sociétés qui collaborent alors qu'elles sont officiellement concurrentes. Et ces firmes-là, dans l'histoire, se sont organisées pour avoir un contrôle des marchés de façon à s'interposer entre nous et les biens qu'on a rendus indispensables ou qui sont indispensables. Et les multinationales, il faut les voir comme n'étant pas engagées dans une filière particulière, mais dans un ensemble de secteurs qui ont souvent rien à voir les uns avec les autres. Ce que font les multinationales, fortes de leur pouvoir, fortes du fait d'être capables de financer des carrières politiques, fortes du fait d'être capables de priver d'accès aux ressources financières des pays, fortes d'être capables de mettre des pays dans le pétrin en vendant leurs dettes, fortes d'être capables de priver les États de denrées alimentaires. Les pouvoirs que sont les multinationales, fortes de leur rapport de force avec des États toujours corruptibles ou toujours sujets au chantage, sont aussi capables de financer des universités, des écoles de commerce, pour que des professeurs prodiguent comme un savoir universel, ce qui est rien d'autre que des discours d'intérêt déguisés en sciences, financer des journalistes, financer des médias, acheter des pages dans des médias de façon à se rendre indispensable au fonctionnement d'un journal, quand il ne s'agit pas d'investir dans des sphères culturelles ou sportives ou autres, pour peser dans le cours idéologique des choses et créer cette idée qu'il y a une loi. Cette loi, c'est la loi du commerce. C'est la loi du marché. Et cette loi-là est plus forte que tout. Cette loi-là prévaut lorsqu'il s'agit pour les États ensuite de légiférer, c'est-à-dire de voter des lois.
Et je termine cette présentation-là en citant l'actuel président-directeur général de Total, qui est Patrick Pouyanné, et qui décrivait exactement cela, qu'il y a une loi, c'est la loi de la mondialisation, c'est la loi du marché, c'est la loi du commerce, et cette loi-là, elle prévaut dans l'histoire indépendamment de toute politique, indépendamment de tout débat public, et les États doivent s'y conformer. Et cette loi-là consiste à rendre toujours plus puissantes les multinationales qui le sont déjà trop et qui sont des pouvoirs qui n'ont pas de contre-pouvoir. Et je cite Pouyanné qui dit ceci. « C'est ça qui est extraordinaire dans la mondialisation. Ce n'est plus un problème de capitalisme et de non-capitalisme. On voit que sa culture politique l'empêche de nommer autre chose. C'est tout ce qu'il connaît. Donc. Mais ce n'est plus ça. Ce n'est pas un problème de capitalisme et de non-capitalisme. Il y a effectivement toujours des différences. Il y a les libéraux et les moins libéraux. Ça, c'est son spectre gauche-droite. Hein? Bon. Mais in fine, ce n'est plus ça maintenant. Ce n'est plus ça maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la mondialisation rend caduque l'époque où on réfléchissait à la pertinence du système capitaliste, à l'époque où on pouvait être moins libéral que d'autres. C'est fini cette époque-là. Hein? Nous vivons tous dans un système commun. La mondialisation, ses lois, la loi du marché, la loi du commerce. Et donc, ceux qui veulent s'en extraire seront forcément des perdants. Bon. Et c'est ce qui explique aussi que les mêmes responsables disent continuellement, nous, on ne fait pas de politique. La politique, c'est l'affaire des minables, c'est l'affaire des misérables, c'est l'affaire de la plèbe qui s'entre-et-tripe pour savoir qui va porter la couronne. Ça ne nous intéresse pas. Qui va porter la couronne? Décidez entre vous sur la base de critères qui vous amusent et qui vous distraient qui portera la couronne. Le jour où vous serez décidé, là, et vous direz, voilà, c'est un tel qui porte la couronne, nous, on saura comment faire marcher au pas cette personne-là. Et que ce soit Tsipras ou Trump, il y aura Goldman Sachs dans les pattes, il y aura les sociétés pétrolières dans les pattes, il y aura l'agroalimentaire dans les pattes, et la politique se ressemblera. Le reste, c'est du jazz, quoi. Et si vous êtes français et vous avez à décortiquer ce qui fait la différence entre un social-libéral, un gaulliste social, ou un chrétien-démocrate, ou un radical de gauche, il vous faut lire beaucoup le Nouvel Observateur pour être capable de trouver des distinctions, parce qu'en réalité, sur un plan socio-économique et sur un plan global, il n'y en a pas, quoi. Donc, c'est ça que veut dire Total. Les multinationales ne font pas de politique. La politique, c'est pour la galerie, une fois qu'on sait qui porte la couronne. Après ça, l'idée, c'est de faire marcher au pas ces législateurs-là pour qu'ils créent une structure mondiale qui s'appelle le libre-échange, qui s'appelle les institutions financières internationales, qui laissent libre cours à des puissances, à des pouvoirs que sont les multinationales, qui sont rattachés à aucune filière d'activité particulière, mais qui sont simplement des pouvoirs capables de jouer sur plusieurs tableaux pour tirer profit de toute conjoncture et s'imposer en toutes circonstances. Et ces pouvoirs-là, aujourd'hui, n'ont pas de contre-pouvoir, ne rencontrent pas de contre-pouvoir, et le défi du 21e siècle, c'est de leur en flanquer. À mon sens, nous ne sommes pas du tout à l'ère de l'état de droit. Je tends plutôt à parler dans Offshore là, de l'état du droit. La différence, c'est que l'État n'est plus qu'un huissier qui administre le droit des affaires un petit peu à la manière d'un arbitre dans le sport. Alors, on crée des multinationales, c'est des sociétés qui sont partout à la fois pour contrôler cet accès-là et s'imposer comme des pouvoirs. Qu'est-ce que font les États? Il y a deux types d'États. Des États dominés et des États, je dirais, parrains ou alliés des sociétés pétrolières. Les États forts, les États parrains, en gros, à l'époque, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, travaillent. Il y aura la Belgique qui va s'ajouter, l'Italie. Bon. Ces sociétés-là travaillent à soutenir une société pétrolière avec pour seule préoccupation, pour ne pas dire obsession, de se ravitailler. On est au début du 20e siècle. Ça sent la guerre à plein nez. Et tout le monde fourbit ses armes. Et avoir accès au pétrole est une obsession. Mais on ne se soucie pas du reste. Les Britanniques vont soutenir la British Petroleum, les Français vont créer la Compagnie française de pétrole, les Américains soutiennent les leurs, les Pays-Bas ont Shell. Et l'idée, c'est de lancer toutes ces sociétés-là dans un énorme cartel qui sera créé au Proche-Orient et qui s'appelle la Turkish Petroleum Company, qui va vite devenir l'Iraq Petroleum Company, et qui vise à exploiter sur un mode monopolistique et quadriller cette énorme région qui est l'ex-Empire ottoman, qu'on a démantelé après la Première Guerre mondiale. Et donc, il se crée une sorte de ce que j'ai appelé le traité de Westphalie des sociétés pétrolières, en quelque sorte signer un pacte. Et les États
ne se sont pas souciés du fait qu'ils étaient en train de créer des Frankenstein. C'est-à-dire que leurs créatures, c'est-à-dire les sociétés pétrolières qu'on jetait dans le monde, allaient devenir plus puissantes qu'eux. Parce que, encore une fois, tout ce qu'ils avaient en tête, c'était de s'assurer un approvisionnement. C'était s'assurer qu'il y ait du pétrole dans les chars d'assaut. En gros, c'était ça. Et les États, eux, dominés, sont devenus strictement ce qu'on a appelé des enveloppes juridiques. L'Irak est un pays qui n'a aucune raison d'être culturelle ou politique et historique, autre que d'être une enveloppe juridique pour l'industrie pétrolière. On n'est plus du tout dans un contexte où les États encadrent l'industrie, mais au contraire, dans un contexte où l'industrie encadre les États, où l'industrie, en quelque sorte, se façonne des États qui vont précisément garantir tout ce qui relève de leurs intérêts. Et les Français, qui sont minoritaires dans tous ces consortiums-là, décident, après la Deuxième Guerre mondiale, de reproduire le modèle, mais en Afrique. Mais dans tous les cas, ces États-là, aujourd'hui, sont soit des États qui ont, en quelque sorte, sont dépassés par leurs créatures, ou soit des États qui sont complètement écrasés par leurs créatures. Donc, entre les deux, les colonisateurs et les colonisés, il y a les colons. C'est nous, la classe moyenne, c'est les petites mains de l'entreprise coloniale, les subalternes. Et l'enveloppe juridique suppose que les colons sont une sorte de bassin de travailleuses et travailleurs, une force de travail disponible pour réaliser le dessein colonialiste. Si vous essuyez, comme moi, par masochisme, la campagne présidentielle en France, il suffit de voir la pauvreté des débats pour constater qu'au 21e siècle, les États parrains, les États forts de jadis, commence aussi à glisser dans le rang des enveloppes juridiques. Et il y a pour principal pouvoir dans la géopolitique contemporaine les multinationales qui mènent le jeu. Et dont les politiques mangent dans le creux de la main des dirigeants, là, si on suit la trajectoire fulgurante du Rastignac là, qui sévit là-bas. Si un pays fait travailler des femmes et des hommes dans des conditions de misère, à moins d'$1 par jour, sans droit à la syndicalisation, sans sécurité au travail, sans normes, bien, il serait normal qu'un pays, et pas seulement l'Union européenne, mais le Canada et d'autres, disent, bien, nous, on va imposer un tarif particulier à ces produits-là qui sont réalisés dans ces conditions-là parce que cette concurrence est déloyale par rapport à des standards qui ont trait à la justice sociale, qui ont trait même à la morale universelle. Et on est à un stade dans l'histoire où on est capable de ces exigences-là. Bon, mais on ne le fait pas, on peut le faire. Ça supposerait une volonté souveraine qui soit appuyée sur une pression populaire et une mobilisation publique forte. Bon, ce n'est pas le cas actuellement, mais effectivement, mais là, ce qu'on fait, c'est absolument le contraire. C'est qu'on a totalement soumis les institutions européennes à un lobbyisme qui est très, très puissant. Je vous invite à lire les travaux du Corporate Europe Observatory, qui s'appelle ironiquement CEO, et qui étudie, mais d'une manière rigoureuse, ce n'est pas simplement des gens qui râlent, à quel point les lobbies obtiennent satisfaction dans le temps moyen de l'histoire. On étudie ce qu'il y en est des doléances de lobbies fédérés qui représentent à la fois Total, des sociétés pétrolières, des sociétés dans l'énergie, des banques, des grands investisseurs, et on se rend compte qu'effectivement, 5 ans plus tard, on a à peu près dans les lois ce qui était souhaité par les lobbies. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment l'Union européenne a beaucoup à voir avec l'évasion et l'évitement fiscal. Parce que c'est en vertu de cette espèce de grand espace qu'on permet à des sociétés comme Apple de vendre des biens partout en Europe, mais de faire comme si la transaction avait eu lieu en Irlande ou au Luxembourg. Hein, on ne le sait pas, mais vous, là, quand vous achetez un produit d'Amazon, là, en droit, la transaction a lieu peut-être aux Bermudes. En droit, elle n'a pas lieu ici. Donc, pendant qu'on fait faire faillite, on amène à la faillite un petit libraire du coin qui vivait déjà de son travail et qui payait des impôts et qui avait un personnel qui payait des impôts lui aussi, on crée en droit une structure qui peut être complètement factice, dont le personnel est d'une manière artificielle embauché là-bas, sur papier, et qui ne paie pas d'impôts, et dont la structure non plus ne paie pas d'impôts. Moi, c'est la même chose dans l'Union européenne. Donc, on a vraiment beaucoup favorisé la compétition
Il faut voir que ce qu'est le lobbying qui mène à ce genre de situation-là. Le lobbying, quand on regarde le lobbying par le petit bout de la lorgnette, on se dit, le lobbying, c'est le fait d'un bonhomme qui a un attaché-caisse, puis qui va voir un décideur public, et puis qui lui vend sa salade en disant regarde ma belle mesure, si tu la votes, ça sera meilleur pour ton pays. Ça, c'est pour les enfants, là. C'est la version que cavale le commissaire au lobbyisme, qui est censé être le chien de garde des abus en matière de lobbyisme au Québec, par exemple. Bon, le lobbyisme, c'est beaucoup plus subtil. Si vous regardez comment fonctionne une firme de lobbying, vous avez en même temps des spécialistes des médias, des experts dans un certain nombre de secteurs, des juristes, des détectives, des gens qui font du renseignement et qui sont capables de travailler sur le plan de ce qu'Edward Bernays appelait des faiseurs d'opinion. C'est-à-dire de travailler non pas les décideurs, mais l'ensemble de la société et créer un climat qui est favorable à telle ou telle prise de décision. Là, on va dire, on va mettre, par exemple, on va plonger les citoyennes et les citoyens dans une ambiance, dans un état d'esprit qui consiste à croire que c'est bien qu'on soit entrepreneur de soi-même. C'est bien qu'il y ait le moins d'institutions publiques possibles qui veillent à faire valoir des droits collectifs. C'est bien parce que chaque jour, il y a un expert qui nous vient nous rappeler le catéchisme qui consiste à être concurrentiel, puis à vouloir étriper son concurrent, puis à l'écraser, puis à aller plus loin, puis à croître dans l'échelle sociale, et ainsi de suite. Et donc, le lobbying, c'est une façon de mettre sous pression et de séduire et finalement de manipuler l'ensemble des concitoyennes et des concitoyens. Et l'Europe, aujourd'hui, est vraiment victime de ça. C'est-à-dire qu'on sent qu'il est presque plus possible de parler autrement que tel qu'on le fait depuis ces cercles-là. C'est vrai que c'est déprimant. Mais j'en suis pas encore à préconiser le suicide collectif. Si on voulait dire comment on règle le problème, la solution, c'est la dissolution des multinationales. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin des multinationales pour boire des boissons sucrées, on n'a pas besoin des multinationales pour se faire des sandwichs, on n'a pas besoin des multinationales pour avoir accès à l'énergie. Mais on a tellement été soumis intensément à une propagande qu'on finit vraiment par penser que les multinationales sont salutaires, qu'elles créent de la richesse alors qu'elles la ponctionnent. Qu'elles créent de l'emploi alors qu'elles font tout pour embaucher le moins de personnes possible, aux pires conditions qui soient, de façon à avoir une production qui soit la plus rentable possible. C'est exactement ce qu'on enseigne de l'autre côté de la rue. Bon, alors, du coup, mais aux frais de l'État. Alors, l'idée de la multinationale, c'est pas d'avoir de l'argent. L'argent, c'est un moyen. C'est de régner. Et c'est un fantasme de régner. Et on rentre dans quelque chose qui est trop souvent évincé, je pense, dans la pensée politique. Ce sont les passions. C'est la jouissance. C'est de dominer. C'est une drogue. Il y a une jouissance à être au sommet d'une tour à 90 étages, à avoir un hélicoptère, des limousines, des jets privés, à être parmi les grands de ce monde, à être admiré, à avoir une cour, pouvoir mépriser les petits. Je veux dire, le plus fou, c'est qu'on est capable de faire mourir des populations entières pour avoir accès à cette petite jouissance. C'est ce qui relève d'une sorte d'économie pulsionnelle des puissants que les sociologues Pinson-Charlot analysent, par exemple. Et on pourrait vraiment passer par Herbert Marcuse puis le freudo-marxisme pour penser cette réalité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le principal adversaire des multinationales, de ces pouvoirs privés-là, c'est eux-mêmes. C'est un pouvoir cancérigène. C'est un pouvoir qui est hors de ses gonds. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs qui profitent de ce régime-là, ou qui en ont abondamment profité, qui ont l'honnêteté intellectuelle et la lucidité de voir que ce système-là n'est pas viable, qu'il est destructeur, qu'il est moralement intenable. Je pense par exemple à Joseph Stiglitz, qui était numéro 2 de la Banque mondiale et qui a écrit sur le capitalisme imbécile et qui critique aujourd'hui les institutions financières internationales qu'il a servi hier. Vous avez Warren Buffett qui s'arrache les cheveux quand il voit que sa secrétaire paie plus d'impôts que lui. Il y a George Soros qui n'en revient pas de voir qu'il est assez riche pour plonger dans la détresse des populations entières en spéculant sur leur monnaie. Vous avez Larry Fink, un grand investisseur américain qui n'en revient pas de voir ses pairs pomper les entreprises sous la forme de dividendes au point de scier la branche sur laquelle ils sont assis
Et il dit lui-même, vous êtes fous, vous êtes en train d'épuiser votre propre ressource, vous êtes en train de la détruire. Vous avez Marc Roche, le correspondant du quotidien Le Monde à Londres, qui est un économiste financier qui se présente comme un libéral qui doute, qui écrit aujourd'hui des livres qui s'intitulent « Les banksters, le capitalisme hors la loi ». Il présente comme criminels les grandes banques, alors que hier, il faisait des articles pour nous dire comme le capitalisme est génial. Vous avez Raymond Becker, un investisseur américain en Afrique, qui a tellement été dégoûté par ce que provoquait l'investissement occidental en Afrique, qu'aujourd'hui, il a créé une ONG pour analyser ce qu'il en est des flux financiers illicites, et il constate qu'à chaque année, les Africains donnent 3 fois plus à l'Occident que l'inverse, malgré tous les discours sur l'aide. Vous avez François Dupuis, un spécialiste du management qui enseigne dans des écoles de commerce, là, comme de l'autre côté de la rue aussi, et qui écrit sur le côté charlatanesque de ces écrits-là, sur le fétichisme conceptuel d'apprentis sorciers qui ont toutes sortes de théories fantaisistes en tant que gourou, que coach, que quoi encore, pour gérer des organisations au point de provoquer des dépressions nerveuses et des burn-out en série parce qu'ils ne comprennent rien à rien quand ce n'est pas des suicides comme à France Télécom en France, quoi. Et j'en passe, quoi. Et donc aujourd'hui, Christine Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire international, qui vilipende des États qui votent des budgets d'austérité tout à fait stériles, sauf quand ils prévoient aller en élection l'année suivante, et qui, la première, alors qu'elle a été ministre des Finances de Nicolas Sarkozy, ce qui n'est pas tout à fait une profession de foi trotskiste, là, vous en conviendrez, donc, et qui, néanmoins, constate que ces politiques-là n'ont pas de sens. Hein, pour ne pas citer le premier ministre du Québec, comme je le disais tout à l'heure, qui présente les agences de notation comme étant plus souveraines que le gouvernement du Québec en ce qui concerne son propre budget. Donc là, on est face au fond, à un ordre qui vacille, quoi, et qui nous renvoie en quelque sorte à cette fenêtre d'opportunité qu'il faudra bien saisir un jour quand la défaillance sera suffisamment prononcée, qu'il y aura une masse critique une masse critique qui sera capable d'être sensible à des discours qui ne sont pas ceux des propagandistes habituels. Et je ne pense pas que le capitalisme procède de la démocratie, de la citoyenneté et de la politique. En fait, le capital vise à quoi? Par définition, le capitalisme vise à faire en sorte que ceux qui ont du capital en aient encore plus. Bon, et ça crée un rapport de force qui a plus à voir avec l'intérêt général, le bien commun, la chose publique et les enjeux collectifs, quoi, pour le dire très, très vite. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment on peut développer des régimes qui ne sont pas liés aux libertés, mais aux contraintes, en tant qu'on s'administre comme collectivité, des contraintes qui sont élaborés par des acteurs et des actrices sociaux à titre égal. Et on n'en est absolument pas là. Et l'argent et la finance et le capital jouent un rôle complètement inique en ce qui concerne la répartition des pouvoirs. J'ai fait une campagne avec Oxfam l'an dernier. On déplorait le fait qu'il y avait 38 personnes parmi les plus riches au monde qui détiennent autant que la moitié de l'humanité la plus pauvre. Eh bien, depuis moins d'1 an, les 38 sont rendus 4. Ils sont 4 aujourd'hui à détenir l'équivalent de la moitié de l'humanité la plus pauvre. Il s'agit d'un régime qui est complètement structuré pour eux et qui est tout à fait inadmissible, même du point de vue de la morale universelle, de ce que Émile Durkheim appelait la conscience morale commune. Je suis obligé de m'en tenir à ça. Et d'autre part, moi, je me méfie beaucoup des indices qui consistent à parler de l'Inde ou la Chine ou le Brésil. Je veux dire, il faut voir comme la différence énorme qu'il y a entre des statistiques officielles et ce que veut dire aller mieux et au profit de qui et selon quelle conjoncture et selon quelle fragilité. Le problème, c'est qu'il y ait d'une part des ayants droit, des possédants, des titulaires du pouvoir et d'autre part des prolétaires. Et il y a une masse de prolétaires. La classe moyenne est constituée de prolétaires avec de l'argent. Mais c'est des prolétaires quand même parce qu'ils n'ont aucune maîtrise sur les leviers du pouvoir, sur un certain nombre de contingences qui sont absolument déterminantes quant à leur vie.